vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement choisi l'option mécanique 2 au second semestre. Et dans ce cas, vous savez déjà que c'est pas de tout repos. En particulier avec ce premier chapitre sur les changements de référentiel. Ici, on va essayer de les mettre en pratique sur ce système-là. Donc, qu'est-ce que c'est? On considère un tourniquet, ou bien un manège, comme vous voulez, qui du coup va tourner avec une vitesse angulaire oméga. Donc il va toujours y avoir un angle oméga t avec une certaine barre. Et cette barre, justement, il va y avoir un point M qui va être attaché dessus. Vous voyez déjà que ça commence à être bizarre. Et ce point M, il peut coulisser où il veut sur la barre. Voilà. Et nous, notre objectif, ça va être de déterminer le mouvement de ce point M, son équation du mouvement. Voilà. Bon, comme vous le voyez, ce problème, il est assez bizarre. En fait, la plupart des problèmes sur les changements de référentiel, c'est des systèmes assez exotiques. Donc, première question, pourquoi j'ai pas pris le pendule? Pourquoi j'ai décidé de prendre ce système-là? En fait, parce que vous le savez, d'habitude, je prends le pendule, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. En fait, c'est simplement parce que ici, le cas du pendule était beaucoup trop simple à traiter en quelque sorte. On se ramenait très rapidement au cas du référentiel galiléen. Du coup, ici, on se place dans un cas un peu plus exotique. Voilà. La première chose qu'on aimerait faire, c'est donc utiliser une des trois méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant, ou bien peut-être que vous en avez vu que deux pour l'instant et que vous verrez celle basée sur le théorème du moment cinétique après. Mais dans tous les cas, une des choses qu'on aimerait faire, ce serait d'appliquer le PFD sur le point M. Et on se rendrait rapidement compte que c'est pas possible. Ou en tout cas qu'on n'arrive pas à quelque chose de concluant. Pourquoi? C'est en grande partie dû à la rotation qu'on a ici, qu'on arrive difficilement à modéliser sous forme de force. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se placer, au lieu de se placer dans le référentiel en bleu, c'est-à-dire le référentiel fixe avec les axes x, y et z, et donc le système de vecteurs i, j et k qui va vers ici, ça c'est la notation pour dire qu'il va vers là, et bien à la place, on va se placer dans le référentiel de la barre, ok, la barre qui tourne comme ça. Donc c'est-à-dire que ça va être le référentiel en vert, et on va le munir d'un système d'axes, qu'on va appeler du coup x', y', avec z' qui sera vers là-bas, et les vecteurs unitaires i', j', et du coup le vecteur k', qui du coup sera égal au vecteur k. Il est au même endroit. Voilà, c'est toujours le vecteur qui va vers là-bas, rien ne change. Voilà. De même, on doit à chaque fois définir une origine. Ici on avait une origine O, et bien pour la barre, on peut très bien définir l'origine O'. Ici aussi. Voilà. Donc ici on a notre référentiel lié à la barre. Voilà. Ok. Donc on aimerait appliquer le PFD dans ce référentiel et ce sera sûrement beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si on se place du point de vue de la barre, il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc ça sera sûrement très simple d'appliquer. En particulier, on ne va pas avoir ce mouvement de rotation qui pour l'instant nous embête. Du coup, on va vouloir appliquer le PFD. C'est le problème, le référentiel de la barre est non galiléen, il est accéléré. Je vous rappelle qu'un référentiel galiléen est toujours en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre. Ici, c'est pas le cas, il fait une rotation. Voilà. Donc le référentiel, on sait déjà qu'il n'est pas galiléen. Le PFD prend alors une forme différente. Au lieu d'écrire que la somme des forces vaut ma, eh bien, en appliquant la loi de composition des accélérations, on trouve trois accélérations différentes. D'abord l'accélération relative, l'accélération d'entraînement et enfin l'accélération de Corolis. Ça nous fait trois accélérations. Alors, comme d'habitude, à chaque fois qu'on se base sur une équation, il faut qu'on décrypte ces termes pour ensuite essayer de les calculer. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'accélération relative, AR? C'est l'accélération du point M dans le référentiel R'. R' qui est donc le référentiel en vert. Voilà. Donc ça veut dire dans notre cas que on va calculer l'accélération de M en se plaçant du point de vue de la barre. Je vous rappelle qu'un référentiel, ça veut dire un point de vue. D'accord? On imagine qu'on est la barre, c'est pas facile de se le visualiser, et qu'on regarde le point M se déplacer. Voilà. Donc on va figer tout le reste qui n'est pas lié à la barre et au point M. Ok, voilà, ça c'est pour l'accélération relative, c'est la plus technique à calculer. Voilà, on a souvent du mal au départ parce que c'est dur de changer de référentiel dans sa tête. Ensuite, les autres termes sont beaucoup plus calculatoires. On a l'accélération d'entraînement qui, elle, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait l'accélération si on regarde juste le référentiel R' se déplacer par rapport au référentiel R, donc le référentiel fixe, le référentiel bleu. Voilà. Et qu'est-ce que ça vaut quand on la calcule? Eh bien, elle vaut du coup la distance O', c'est-à-dire la distance entre le premier référentiel et le deuxième, sachant que ici on a décidé de placer l'origine O' au même endroit que O. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas vraiment de raison de faire autrement en fait. Je fais juste un petit point là-dessus. On pouvait très bien placer le O' ici si on avait envie, etc. On pouvait le placer n'importe où. Mais puisqu'on se place dans le référentiel de la barre, autant se mettre sur le point qui ne bouge pas. Donc on place notre origine sur O' ici. Voilà. On voit que la distance O' va nous faire 0.
Ensuite, on aura ce petit truc bizarre qu'on appelle grand oméga. On prend sa dérivée par rapport au temps et on se fait son produit vectoriel avec le vecteur O'M, donc le vecteur qui va de là à là. Ok, ça c'est le premier terme. Plus encore un grand oméga vectoriel, une expression encore plus bizarre, grand oméga vectoriel O'M. Un double produit vectoriel qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Donc ici on connaît tous les termes, là encore, sauf celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire grand oméga? Eh bien ça, la définition c'est que c'est le vecteur de rotation. Le vecteur de vitesse de rotation, pardon. C'est-à-dire on regarde la vitesse à laquelle tourne le référentiel R' par rapport au référentiel R. Le référentiel R qui, je le rappelle, est le sol. Voilà. Alors, déjà, ici ça peut être une bonne chose de voir combien il vaut. Et pardon, j'ai dit qu'il valait la vitesse angulaire qu'il y a ici, mais comme c'est un vecteur, il faut aussi qu'on lui donne une direction. Et cette direction, en fait, ça va être la direction qui est perpendiculaire au plan dans lequel se fait la rotation. Voilà. Donc ici, comment on va faire? Eh bien, la vitesse angulaire, on sait que la barre tourne elle tourne à une vitesse oméga. Voilà, une vitesse angulaire oméga. Elle fait un angle oméga t, c'est pour ça. Donc ça veut dire que finalement le référentiel R', puisque c'est le référentiel de la barre, tourne à une vitesse oméga. Donc grand oméga est égal à petit oméga, et maintenant on rajoute juste le vecteur. J'ai dit que le vecteur il était toujours perpendiculaire au plan dans lequel se fait la rotation. Ici la rotation se fait dans le plan OXY, donc on va avoir le vecteur qui sera dirigé selon Z, donc c'est-à-dire selon le vecteur K. Donc on marque que c'est égal à oméga, petit oméga fois K. Voilà. Donc là c'est bon, maintenant on a tous les termes et on va pouvoir calculer ces trois accélérations. On y va. Alors, on commence par l'accélération relative. Donc c'est là, comme dit, c'est celle qui pose le moins de difficultés en termes de calcul, mais c'est aussi celle qui est la plus technique, parce qu'il faut qu'on se place dans le bon référentiel. Donc là on a dit c'est l'accélération de m dans le référentiel R'. On se place du point de vue de la barre, qu'est-ce qu'on voit? On voit le point m qui coulisse. On ne sait pas encore s'il coulisse vers là-bas ou vers là-bas, ou s'il fait un mouvement qui oscille, on ne sait pas. Mais en tout cas, il coulisse. Il se déplace selon quoi? Il se déplace juste selon le vecteur I', d'accord? Il n'y a aucune raison qu'il sorte de la barre. Donc on sait que ça va être selon I'. Voilà. Et il va avoir une accélération, et cette accélération, ça sera la dérivée seconde de ce x là, enfin de ce x' ici. Ok? X' seconde. Voilà. Donc c'est-à-dire que du point de vue de la barre, c'est seulement si on avait un point qui se déplaçait sur un seul axe, voilà, c'est ce qui se passe, et donc en fait c'est juste un mouvement rectiligne, voilà. Et ça on sait très bien comment le calculer, on dérive deux fois, et puis on trouve ça. Voilà, donc on prend x', on dérive deux fois, et c'est selon le vecteur i'. Ok, ça c'était notre accélération relative. Maintenant, on calcule l'accélération d'entraînement. Alors là, on applique juste la formule. Comme dit, cette formule, elle nous donne quoi? Elle nous donne en fait l'accélération à laquelle se déplace R' par rapport à R. Donc on y va. On a OO', la distance entre là et là. Ça vaut 0. Les deux points sont confondus. Attention, je rappelle juste, on met une flèche sur le 0 pour montrer que c'est un vecteur. C'est le vecteur nul. Ok, puisqu'on n'a pas le droit de dire qu'un vecteur est égal à un scalaire. Ensuite, on prend oméga point vectoriel O'M. Donc, on sait que, pardon, je vais dire grand oméga pour parler de celui-là et petit oméga pour parler de celui-là. Donc on a que grand oméga c'est égal à petit oméga k. Et donc ça veut dire que comme on sait que petit oméga c'est une constante, puisque la vitesse ici, puisque sinon ça serait marqué oméga de t, eh bien ça veut dire que sa dérivée va donner 0. Voilà. Ce truc-là, la vitesse de rotation est constante, donc quand on en dérive, ça nous donne 0. Ok. Sinon, il y aurait marqué encore une fois oméga de t, pour montrer que c'est une fonction. Donc ça veut dire qu'on va faire le produit vectoriel entre 0 vectoriel O'M. Et on sait qu'un produit vectoriel avec le vecteur nul, ça fait 0. Donc on a encore un 0 ici. Il nous reste le dernier terme à calculer ici, grand oméga vectoriel O'M. Donc on y va. Je vais juste le remarquer ici. Hop là. Donc, d'abord, il va falloir qu'on calcule grand oméga vectoriel O'M. On prend priorité dans la parenthèse. Alors, grand oméga, on sait que ça vaut ça, mais que vaut O'M? Eh bien, O'M, c'est simplement la distance entre là et là, et donc ça veut dire que là, elle vaut simplement x'. C'est-à-dire que pour aller de là à là, on se déplace dans la direction de i'. Pardon, j'ai dit i' au lieu de i tout à l'heure. Pardon, j'ai dit i au lieu de i' tout à l'heure. Oh là là. Donc, on se déplace dans la direction de i',
et on se déplace d'une distance x'. Voilà, comme ça. Donc ça veut dire que O'M c'est égal à x', i'. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, en le dérivant deux fois, qu'on tombe sur l'accélération relative. Ok, super. Donc ça veut dire que notre produit vectoriel, c'est rien d'autre que oméga k vectoriel oméga k vectoriel x', i'. Voilà. Ok. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire le produit vectoriel entre ces deux trucs-là. Donc on y va. Ça, je vous rappelle que pour le calculer rapidement, on peut utiliser la linéarité des produits vectoriels, c'est-à-dire qu'on fait mettre oméga et x' en facteur, hop là, et il nous reste juste à calculer le produit vectoriel de k et de i'. Et ça, là c'est ce qu'on appelle la permutation. Par permutation, ce truc-là va valoir j', ok? K vectoriel i' égale j', i' vectoriel j' est égal à k, etc., etc. Alors, normalement, je devrais dire k', puisqu'on considère à la base i', j', k', mais ici, je vous rappelle qu'on a k' qui est égal à k. C'est pour ça que ici, j'ai juste noté k. Voilà. Si jamais vous avez du mal avec cette façon de calculer un produit vectoriel, pour l'instant, vous pouvez le noter en colonne et puis faire le produit vectoriel comme on a l'habitude de le faire, ok? Deux vecteurs colonnes. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le théorème du moment cinétique si vous voulez, je montre aussi comment on calcule ces produits vectoriels-là. Voilà. Donc finalement, ce truc-là, c'est égal à oméga k', enfin oméga k, même si k et k' c'est la même chose, vectoriel. Et ça, on a dit que ça valait oméga x', j'. Hop là. Et maintenant, il reste juste ce produit vectoriel à calculer, et ça, on le fait de la même façon. Donc, on fait sortir par linéarité le oméga et le oméga x', et maintenant, il nous reste juste k et j' dont il faut calculer le produit vectoriel. Et cette fois-ci, on fait une permutation dans le sens inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, on fait pas k vectoriel i' et ça nous aurait donné j', cette fois-ci, on va dans le sens inverse. On fait k, puis on monte à l'envers, on va vers j', et ça nous donne moins i'. Donc, on a du moins oméga carré x', i'. Voilà, je regarde juste si j'ai pas fait d'erreur. Donc, k, i', ça me donne j', k, j', ça me donne moins i'. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, il nous reste juste l'accélération de Coriolis à calculer. Et qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 2 grand oméga fois VR. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas parlé de l'accélération de Coriolis, on s'était juste arrêté à l'accélération d'entraînement. L'accélération de Coriolis, c'est un terme qui est dû à la rotation. Voilà, comme vous voyez, c'est pour ça qu'il y a uniquement le vecteur vitesse angulaire qui va intervenir en produit vectoriel avec la vitesse. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ce VR? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse relative. Il se calcule de la même façon qu'on a calculé AR ici. C'est-à-dire qu'on regarde la vitesse qu'a le point M si on se place du point de vue dans le référentiel de la barre, dans le référentiel vert. Voilà. Donc ici, comme on avait dit avant avec la position et avec l'accélération, on a vu que si on se place du point de vue de la barre, en fait on a juste un point qui se déplace sur un seul axe, et donc on sait que ça va toujours être selon la direction i', et que sa coordonnée ça va toujours être x. Donc sa vitesse ça sera avec un x point, et son accélération avec un x point. Voilà, donc on sait du coup que la vitesse, ici, c'est égal à x' point i'. Voilà, comme dit, ça c'est la vitesse dans le référentiel de la barre. C'est ce qu'on appelle la vitesse relative. Ok, donc maintenant on a juste à calculer ça. Donc on a 2 petit oméga k vectoriel x point prime i'. Voilà. Et donc ça, là encore exactement de la même façon qu'avant, on fait sortir le 2 oméga, on fait sortir le x' par linéarité, on a juste k vectoriel i' à calculer, et ça nous donne j'. Je rappelle que la façon dont on devrait l'écrire, c'est k' vectoriel i'. Voilà. Tout simplement parce que comme c'est une base, on a la propriété de permutation. Mais ici, k' est égal à k. Voilà. Donc ça nous donne finalement 2 oméga x', k vectoriel i, c'est-à-dire j'. Hop là, c'est bon. On a nos 3 accélérations. Maintenant, il nous reste juste les 2 forces à calculer. Donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? On a d'abord le poids. Ça, c'est celle qu'on a toujours, comme d'habitude. Ici, je tiens juste à préciser quelque chose d'important, c'est que on est sur un tourniquet ou bien un manège, comme vous voulez, et donc on considère le problème vu de haut, d'accord? Ça veut dire que le poids, il ne sera pas dirigé vers le bas, enfin il sera pas dirigé comme ça. Il sera dirigé en fait comme ça, d'accord? Là on a une vue de haut. Voilà, c'est ça qui est très important à remarquer.
Donc ça veut dire qu'en fait le vecteur poids, il sera dirigé comme ça. Hop là. Je rappelle que ce signe-là veut dire vers là-bas, et ce signe-là veut dire vers là-bas. Ok. Donc finalement, on peut écrire que le poids, c'est égal à mg dans la direction de moins k, donc moins mgk. Hop là, ça c'est bon. Et maintenant, est-ce qu'il y a une autre force? Eh bien oui, parce que s'il n'y avait que le poids, notre système serait juste en chute libre. Il faut quelque chose pour retenir ce poids, comme on a d'habitude sur des systèmes comme le pendule, justement. Donc ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la réaction du support. Le point, il glisse sur une tige, et c'est la tige qui va le tenir en place, justement, pour l'empêcher de tomber. S'il n'y avait pas de tige, le point tomberait. Et le problème serait vachement plus simple à résoudre. Donc, il nous reste juste la réaction du support. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette réaction? Eh bien, comme d'habitude, on n'en sait pas grand-chose. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est normale au déplacement. Pourquoi? Ça, je vous le rappelle, c'est parce que si jamais il n'y a pas de frottement, eh bien la réaction est entièrement normale au déplacement. C'était quelque chose qu'on a vu dans le cours d'énergétique. Voilà. Et qu'on utilise depuis le début de l'année. Donc finalement, ici, on peut écrire, on a une réaction du support qui est un petit peu simplifiée. On sait qu'elle ne sera pas selon UR, elle est seulement perpendiculaire au déplacement. Excusez-moi, j'ai dit UR, mais je voulais dire I'. Voilà. C'est un abus de langage. Donc je répète, la réaction ne sera pas selon I', puisque on sait qu'elle est seulement perpendiculaire au déplacement et pas tangentielle. Elle sera seulement soit selon J', soit selon K. Voilà. Donc finalement, on écrit que la réaction grand R est égale à, on va appeler la première composante R1 selon J', plus R2 selon K. Voilà. Ok. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'expression de la réaction est un peu plus compliquée que ce qu'on a d'habitude. Pourquoi? Parce que ici on a un problème en 3 dimensions. Donc on a 3 vecteurs qui interviennent, et le fait que la réaction soit normale n'en élimine qu'un seul, il nous en reste 2. Alors que d'habitude, on est en 2 dimensions, on en élimine un, et du coup il ne reste plus qu'une seule composante. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a nos 3 accélérations, on a nos 2 forces, on peut maintenant appliquer le PFD. Et donc dire que ça plus ça, c'est égal à la masse multiplié par ça plus ça plus ça. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors j'espère qu'on aura assez de place pour faire de ce côté-là du tableau. Donc on y va. On dit que ça plus ça vaut la masse fois nos 3 accélérations. On a donc que moins mgk plus R1j plus R2k. Et bien ça c'est égal à quoi? C'est égal à ces 3 trucs là. Donc c'est égal, avec la masse bien entendu, mx' point i plus, donc ça c'est notre première accélération. Ensuite on a notre deuxième qui est ici, donc c'est-à-dire moins oméga carré, j'ai failli oublier le m, fois m x', hop là. Et dernière accélération, c'est l'accélération de Coriolis, celle qui est ici, plus 2 oméga x point j'. Voilà, on a écrit notre PFD ici, et encore une fois, j'ai oublié la masse, hop là. C'est bon, on a écrit le PFD, et maintenant, il nous reste juste, comme d'habitude, quand on applique le PFD, à projeter. Je rappelle, c'est la 4e étape de la méthode qu'on utilise d'habitude. Ok, donc on projette sur nos différents axes, là cette fois-ci il y en a 3, c'est-à-dire que non seulement c'est un problème où on change de référentiel, mais en plus c'est un problème à 3 axes. C'est pour ça qu'il n'est pas si simple que ce qu'il en a l'air. Donc on écrit tous les vecteurs, toutes les composantes selon I' ensemble. D'ailleurs je remarque ici j'ai marqué I au lieu de I'. Hop là c'est bon. Donc selon I', on a ça, et le premier nombre ici valait 0. Donc on a finalement que 0 est égal à mx' point moins oméga carré m x'. Voilà, ça c'est notre première équation. Maintenant il nous reste juste les composantes selon j' et k à écrire. D'ailleurs je remarque que j'ai oublié encore une fois de mettre un prime sur le j ici. Je rappelle que mettre les primes ici c'est important. Sur le k c'est pas important parce qu'on a k qui est égal à k', mais ici les coordonnées i' et j' sont très différentes des coordonnées i et j. Voilà, d'ailleurs je dis coordonnées mais il faudrait dire vecteur.
Ça fait pas mal de confusion. Excusez-moi pour ça. Donc maintenant, on écrit toutes les choses selon l'axe J', selon le vecteur J'. On a donc que R1, ça c'est la première coordonnée selon J', c'est égal à 2 oméga x'. 2 oméga x', et avec le m qui est ici. Voilà, j'ai écrit tout ce qu'il y avait selon J'. Et maintenant, il reste juste selon K. Selon K', donc selon K. Et donc on a juste ces deux composantes-là. On a moins mg plus R2 est égal à 0. Oh, ça c'est le signe que mon ordi a plus beaucoup de batterie. Voilà. Heureusement, on a presque fini. En fait, là, on a nos trois équations. Et du coup, on a terminé, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, il nous reste juste à voir laquelle correspond aux équations du mouvement. Je vous le rappelle, celle qui ne fait pas intervenir toutes les inconnues du problème. C'est-à-dire, par exemple, que R1 et R2, c'est des quantités qu'on a introduites ici, mais on ne sait pas combien elles valent. C'est des inconnues. Donc, la première équation ici nous donne la réaction R1. C'est cool, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. La deuxième équation nous donne la réaction R2. C'est cool, mais ça ne nous intéresse toujours pas. Par contre, la première qui est ici, eh bien, elle ne fait intervenir ni R1 ni R2, et c'est donc l'équation du mouvement. Si on décide de l'écrire un peu plus proprement, ça vous donne que x' moins oméga carré x' est égal à 0. Avec x' qui est la distance entre O et M. Donc ça veut dire la longueur en quelque sorte, le rayon sur la tige. Voilà, on a terminé. Alors, une petite remarque pour conclure cet exercice. Bon, déjà, comme vous l'avez vu, il n'était pas simple, parce qu'on a dû changer de référentiel, et qu'en plus de ça, on avait un problème à 3 dimensions. Ce qui est très important, c'est à chaque fois d'identifier vos différentes accélérations, et de les calculer calmement, sans se laisser emporter, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de composantes à chaque fois, et qu'on ne sache pas toujours par où démarrer. Essayez d'identifier qu'est-ce qui est le vecteur rotation, qu'est-ce qui est l'accélération relative, etc. etc. Voilà. Ensuite, autre remarque, qui sort un petit peu de notre contexte, mais cette équation ici, elle ressemble furieusement à ce qu'on pourrait appeler une équation harmonique. Je rappelle que l'équation harmonique qu'on avait déjà eu l'occasion de voir avec le pendule, c'est quelque chose de la forme une coordonnée dérivée deux fois, plus un certain truc fois une autre coordonnée, est égal à 0. Donc ici c'est presque ça, la seule différence c'est qu'on a un moins. Alors je vous avais dit, si vous avez suivi les vidéos précédentes, que si on avait un plus, donc si on avait une équation harmonique, les solutions étaient données par un cosinus ou un sinus, puisque c'est des fonctions qui, quand on les dérive deux fois, redeviennent les mêmes, à part qu'il y a un signe moins qui apparaît en plus. Ici, comme on a déjà un signe moins, ça va être un peu différent. En fait, les solutions ne seront pas données par des cosinus et des sinus, mais elles seront données par des cosinus hyperboliques et des sinus hyperboliques, qui sont des fonctions que vous avez peut-être déjà vues en méthode maths, enfin en TPE maths, mais je ne pense pas, mais sinon vous les verrez en méthode maths. En fait, on a que EX plus E de moins X sur 2, c'est égal à la fonction cosinus hyperbolique de X, et on a que EX moins exponentielle de moins X sur 2 est égal à sinus hyperbolique de X. Voilà. Alors, vous remarquez que si jamais on rajoutait des exponentielles IX et des exponentielles moins IX, eh bien on retrouverait les fonctions cosinus et sinus. Et il faudra rajouter un 2i ici dans le cas du sinus. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais on dérive deux fois les fonctions cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques, eh bien il va y avoir un moins qui va apparaître, parce que i carré est égal à moins 1. Et ici c'est parce qu'on n'a pas besoin de ce moins qu'on utilise ces deux fonctions-là. Voilà. Au cas où vous vous demandez, tout ce que j'ai dit à partir de quand on a trouvé cette équation-là, c'est du hors programme. On n'a pas besoin pour ce semestre. Et même pour le semestre d'après, c'est pas quelque chose qui est indispensable à savoir. Mais je trouvais que c'est un truc amusant à préciser. Voilà, voilà. Encore une fois, passez de très bonnes vacances. Bonne révision pour ça. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.